Comme malheureusement le professeur Godemé n'a pas pu être présent, je vais donc essayer de vous lire sa contribution à la journée d'études, tout en sachant que le professeur Godemé est agrégé de droit public, professeur bien sûr des universités et membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2017. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas juriste, ça vous le savez, et je ne suis pas non plus membre de l'Académie morale des sciences et politiques. Pas encore, ça m'étonne. Enfin. Voilà, alors je vais aborder cette question. Une question qui a été traitée en tout point par le professeur Godemé. Il pose la question, quelles sont les masses de granit? Alors, il est des mots, ça c'est un bon début, il est des mots si souvent répétés qu'ils se suffisent à eux-mêmes et que l'on ne sait plus ce qu'ils recouvrent. Avec cette définition, on en arrive à un mot polysémique, bien entendu. Il est des convives imprudents qui, dans l'agrément d'une conversation avec plus savants qu'eux, risquent un propos aventureux qui se révèle un piège. C'est à la conjonction de ces deux éléments que vous devez, chers amis de la chaire Napoléon, de me voir devant vous invité à traiter d'un sujet par lui-même, fuyant, car pour savoir ce que les masses de granit sont devenues, il faudrait d'abord savoir ce qu'elles sont et quelles sont-elles. Ces masses de granit que Napoléon déclarait en 1802 vouloir jeter sur le sol de France. Expression forte et imagée, reprise par tous les bons livres d'histoire. C'est en effet mon éminent collègue Thierry Nérens, familier à 200 ans de distance du premier consul devenu empereur de la République française, entre parenthèses, conjonction de termes en forme d'oxymore, mais qui signifie tout. C'est Thierry Lenz qui, au fil d'un agréable repas, alors que grondait encore une fois le vent mauvais de ce que Jean Tullard appelle la légende noire de Napoléon, a eu l'idée de ce projet ambitieux. D'abord sous forme d'un ouvrage collectif, puis raisonnablement et mesurant les limites d'un partenaire juriste, l'idée d'en faire une conférence inscrite dans le programme de cette journée et dont j'ai imprudemment accepté la charge. Imprudemment, car sans doute la formule est belle, le thème est séduisant comme tous ceux qui consultent hier et pour mieux comprendre aujourd'hui ce que demain sera fait. Mais les juristes doivent ici confesser leur réductrice manie. L'enthousiasme passé, ils veulent qualifier, identifier, bref, savoir de quoi l'on parle, détestable habitude peut-être, et qui, dans le forum public, les range tellement en dessous des sociologues de tous bords, mais exigence de qualification, d'identification, qui est de l'essence du droit. Alors, que sont les masses de granit? Si la formule est de Napoléon, l'empereur l'utilise peu, et plus précisément alors qu'il est premier consul, et il ne dit jamais ce qui caractérise ces masses de granit, qu'il entend, je cite, « jeter sur le sol de France », fermez la parenthèse, non plus qu'il n'en donne une liste, même indicative. Alors, au plus, comprend-on que la métaphore désigne quelque chose de solide et de durable, comme l'est le granit, et que, je cite, « jeter sur le sol de France », elles sont de l'ordre des institutions, de l'organisation politique et sociale, et non de la mode ni du conjoncturel. Une comparaison
si elle nous entraîne un peu au-delà de notre sujet, le fera bien comprendre. Je veux parler du style empire, abandonné dès le Second Empire, qui ne revendiquait pas l'héritage, condamné à la fin du siècle en des termes délicieux et en même temps définitifs que j'emprunte à Marcel Proust dans ce dialogue avec la princesse de Guermantes et le général de Froberville, à propos de ces gens qui ont un nom de pont, les Iénas. À propos des gens qui ont un nom de pont, les Iénas. Pensez, j'ouvre la parenthèse, pensez-vous que leurs meubles sont empires, mais princesses, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Ce n'est pas moins laid pour ça, et je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style avec ces commodes qui ont des têtes de cygne comme des baignoires. Et plus loin, qu'ils aient des choses intéressantes du point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas, mais ça ne peut pas être beau puisque c'est horrible. Fermez les guillemets. Pardon de m'écarter et ainsi de mon sujet, c'est pour montrer que Napoléon n'a pas tout réussi et que le style empire n'est pas à mettre au nombre des masses de granit et dont il a doté la France. Revenons à celle-ci, aux masses de granit, et interrogeons plutôt l'origine de la formule dans les propos de Napoléon. Il n'est pas chez lui d'un usage fréquent, je l'ai dit, à moins que ne me démente demain la consultation de l'intégralité de sa correspondance qui est désormais disponible. Selon des indications concordantes, et après vérification de l'expert Thierry Liens, qu'il m'a d'ailleurs livré, la mention par l'empereur, le premier consul, des masses de granit aurait été faite au Conseil d'État lors de l'institution de la Légion d'honneur, dont on sait que l'établissement n'allait pas sans objection. Au conseiller d'État Berlier, qui réclamait dans les principes de la Révolution et l'abolition des privilèges, le premier consul répond ceci, je cite, « On a tout détruit, il s'agit de recréer, il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce ? Des grains de sable, nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j'y serai, je réponds bien de la République, mais il faut prévoir l'avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise? Vous vous tromperiez fort, nous sommes maîtres de le faire, nous ne l'avons pas et nous ne l'aurons pas si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. Fermez la parenthèse. La formule frappe. L'image est belle. Et au passage, on montre que la Légion d'honneur est alors conçue non pas pour distinguer, mais pour regrouper au service de la République. Mais surtout, par sa généralité, elle est beaucoup plus qu'une image. Elle est un programme politique, un programme de stabilisation des acquis de la Révolution, en ce qu'ils doivent être conservés en autant de masses de granit, c'est-à-dire autant d'institutions qui structurent la nation, qui, pour poursuivre la métaphore, jetées sur le sol de France, affermissent celui-ci de solides fondations. Pour le dire autrement, les masses de granit sont les éléments, les têtes de chapitre d'un programme à réaliser pour doter la France d'une véritable constitution administrative et civile, plus stable et plus ferme que l'organisation des pouvoirs publics, d'autant que cette dernière se révélera particulièrement changeante. D'ailleurs, si on l'a dit, le premier consul puis l'empereur ne reprendront apparemment pas la référence littérale aux masses de granit. Les termes de constitution,
de constitutionnalisation. Les termes sont récurrents lors de l'institution de nombre d'entre elles. Mais il s'agit d'une constitution civile ou administrative de l'organisation de la République au sens premier et étymologique de chose publique, distincte de la Constitution proprement dite réglant le régime des pouvoirs publics. Déjà, Cambacérès avait qualifié le Code civil de constitution civile de la France. À Sainte-Hélène, l'empereur le rappellera en des termes bien connus. Je cite, « Mon seul code, par sa simplicité, a fait plus de bien en France que la masse de toutes les lois qui m'ont précédé. » Fermez les guillemets. Toujours dans le mémorial de Sainte-Hélène, ce témoignage de Lascaz, je cite, « Parlant du cadastre tel qu'il l'avait arrêté, l'empereur disait qu'il eût pu être considéré à lui seul comme la véritable constitution de l'Empire, c'est-à-dire la véritable garantie des propriétés et la certitude de l'indépendance de chacun. » Notre sujet, alors, change de dimension. L'annonce des masses de granit est le prologue d'une véritable constitution civile de la France dont les éléments vont se succéder et dont beaucoup, d'ailleurs, sont contemporains du grand consulat, tant il est vrai que, selon la formule de Bourrienne, je cite, « En exerçant le consulat, il faisait l'empire », fin de citation, voire créer ou envisager dans leurs principes dès la Convention. C'est ce que Marmont avait parfaitement exprimé devant le corps législatif, toujours à propos de l'institution de la Légion d'honneur. Je cite, « Lorsqu'un incendie a fini ses ravages, lorsque dans son mouvement dévastateur, le feu a consommé d'utiles monuments, il est du devoir de reconstruire et de réédifier. De même, lorsqu'une longue révolution a détruit toutes les institutions, le premier soin d'un législateur sage est d'en établir de nouvelles, et d'abord celles dont l'influence est la plus utile à la prospérité du peuple. » Fermez les guillemets. Il faut donner à cette belle image des masses de granit jetées sur le sol de France sa véritable portée. Elle est politique au plus haut degré, s'entendant comme l'organisation de la cité. C'est l'annonce d'une constitution civile destinée à durer, comme le granit est sculpté pour durer. Plus encore que le marbre, une constitution civile propre à ordonner, à structurer, à régir rationnellement et paisiblement la société française, la nation française, au lendemain de la Révolution et pour le long terme. On comprend alors que l'empereur ait donné parfois le premier rang à cette œuvre de construction d'une société civile répandue dans cette Europe de pays conquis ou soumis, où elle perdurera souvent, lors même que la France sera ramenée aux frontières du traité de Vienne et appelée à survivre à la succession des formes constitutionnelles auxquelles il n'attachait d'importance qu'en ce qu'elle pouvait le servir dans l'accomplissement de ce grand œuvre. Encore faut-il préciser que, dans l'esprit et dans les actes de l'empereur, les masses de granit sont au service d'un État centralisé, d'un État fort, comme autant d'instruments que l'empereur modèle pour construire un appareil d'État efficace dont il dispose librement et pour organiser la société civile. Les masses de granit s'entendent et se mettent en place
dans un contexte de centralisation et surtout de concentration du pouvoir. C'est le régime du consulat et de l'Empire que l'on retrouvera pour partie sous le Second Empire. Mais que deviennent les masses de granit? Dans un régime républicain, de démocratie représentative et décentralisée, on retrouvera plus tard cette interrogation. Peut-être peut-on auparavant, allant au-delà des mentions convenues, mais sans partie d'exhaustivité, faire une sorte d'inventaire des masses de granit. J'observe que l'indéfectible dictionnaire Napoléon recense plusieurs d'entre elles, sans jamais les désigner comme telles comme des masses de granit, et ne comporte pas davantage d'entrées autonomes du mot ou de l'expression masse de granit. En revanche, sur le site de la Fondation Napoléon, à l'onglet « Les masses de granit », nouvelle institution et réforme napoléonienne, napoléon.org, on trouve une liste de 10 institutions étiquetées masses de granit dans l'ordre de leur création, du Conseil d'État 1799 à la Cour des comptes 1807. Pour ma part, je me risque à les présenter sans ordre de préséance ni respect de la chronologie, en les distribuant en 3 catégories. Les masses de granit reconnues et communément citées comme telles, les masses de granit sans doute injustement oubliées, et celles dont nous avons été privés dès l'origine, contrairement à ce que peut-être eût voulu l'empereur. De la première catégorie sont ainsi reconnus et communément cités le Conseil d'État, la Banque de France, le préfet, la Légion d'honneur, le Conseil de préfecture, le Code civil ou encore la Cour des comptes, le Concordat, le franc germinal ou le livret ouvrier. Même si parfois oubliés, peuvent prétendre aussi à la qualité de masse de granit le notariat, la codification, l'internat de médecine, l'administration des monnaies, l'institution des cimetières le plus tard possible, la bourse, l'Institut de France et les académies, le théâtre, opéra, comédie française, le Conseil de prud'homme, les archives nationales, l'école puis conservatoire des arts et métiers, les bureaux de bienfaisance. À quoi l'on serait tenté d'ajouter, quitte à heurter les thèmes, des masses de granit immatériel, tel le parti de centralisation et de rationalisation ou l'appel au plébiscite. Enfin, révérence due à l'ambition, certains diront la mégalomanie de l'empereur, je risque à nouveau un petit pas de côté, il est des masses de granit qu'il voulait telles et dont nous avons été privés. Ceci non plus dans le domaine de la société civile, mais dans celui peut-être le plus fondamental de la science dure, comme l'est d'ailleurs le granit. Je sacrifie ici à nouveau à l'anecdote, mais comment faire autrement lorsqu'on est en compagnie de la légende napoléonienne? À Arago, que lui présentait Monge, pour l'accompagner dans la découverte du monde, que l'empereur disait vouloir faire au lendemain de Waterloo, il disait ceci, je cite, « Si je n'étais pas devenu général en chef et l'instrument du sort d'un grand peuple, je me serais jeté dans l'étude des sciences exactes. J'aurais fait mon chemin dans la route des Galilée et des Newton. Et puisque j'ai réussi constamment dans mes grandes entreprises, eh bien, je me serais hautement distingué aussi par des travaux scientifiques.
J'aurais laissé le souvenir de belles découvertes. Aucune autre gloire n'aurait pu tenter mon ambition. Fermez les guillemets. Voilà des masses de granit qui n'ont pas été. Faut-il le regretter ou saluer, comme elles le méritent, la haute idée que l'empereur avait de lui-même, lui qui, au seuil de son exil, ambitionnait encore de créer pour l'avenir et désormais dans le domaine de la science. Au bénéfice de cet inventaire, on constate que c'est tout le champ de notre organisation civile, administrative et sociale qui est concerné. Les masses de granit sont généreusement distribuées sur le sol de France et elles sont bien les matériaux d'une constitution civile et administrative voulue pour le long terme. L'entreprise a-t-elle réussi ? Le projet de Napoléon, projet proprement politique d'organisation de la cité, s'est-il établi pour la durée? Que sont devenues ces masses de granit, ces pierres dures, faites pour affronter le temps sans être altérées? La constitution civile administrative voulue et bâtie par Napoléon Bonaparte sous le consulat et l'Empire a-t-elle perduré par-delà les régimes constitutionnels qui se sont succédés? Vivons-nous encore aujourd'hui cette constitution civile et administrative dont Napoléon et ceux dont il savait s'entourer ont doté la France? On serait tenté de répondre oui et non. Presque toutes demeurent aujourd'hui en nom et s'enorgueillissent de leur origine impériale. Mais si le nom demeure, si le titre n'a pas changé, ce qu'elles sont et ce qu'elles font, leur importance dans la cité, les conditions et modalités de leur action se sont considérablement modifiées. D'un côté, et c'est ce que l'on retient souvent, l'empereur a réussi. Le Code civil, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le notariat, la Légion d'honneur, l'Opéra, l'Institut de France ou encore le préfet, le Conseil de prud'homme ou les archives, tout ceci sonne comme notre quotidien presque. D'autres, aujourd'hui disparus, ont été conservés plus d'un siècle durant et parfois perdurent à l'étranger. Certains ont changé d'adresse, mais toutes ont conservé leur patronyme dont elles sont fières. Et nombre de ces institutions ont leur homologue à l'étranger, souvent sous le même nom, pas seulement en Europe, et qui revendiquent également et affichent leur origine napoléonienne. En plus de 200 ans, rien n'aurait changé. Les masses de granit, bien nommées, ont supporté l'épreuve du temps, des révolutions, les changements de régime, les guerres, de nouvelles frontières et l'apparition de nouveaux États. Napoléon avait raison si sa gloire, qu'il aime à revendiquer, est non seulement celle d'un général de la race d'Alexandre ou de César, mais aussi attachée au fondement d'une œuvre civile et administrative plus grande encore et qui a bien sûr traversé tous les aléas de l'histoire. Sans doute, mais à y regarder de plus près, c'est peut-être plus compliqué. L'inscription inchangée sur la façade signifie-t-elle toujours la même chose? Désigne-t-elle toujours l'institution voulue et modelée par l'empereur? Ou bien, derrière cette façade presque une enseigne, trouve-t-on un nouvel édifice? Peut-être moins prestigieux, moins assuré de ses bases, ou au contraire, nous en verrons des exemples qui a largement outrepassé, voire contredit, la fonction d'organisation sociale que lui donnait l'empereur. La réponse ne peut être que nuancée et appelle évidemment les distinctions auxquelles on viendra. Mais ici, comme ailleurs, le temps a fait son œuvre. Le monde n'est plus celui de l'Europe. Il est celui de 200 États répartis sur 5 continents, la France souveraine,
pays le plus peuplé d'Europe à l'époque de Napoléon, est aujourd'hui un des 27 États membres d'une union qui veut encore grossir et qui tient dans sa main plus d'un tiers du droit français. L'État dilué en autant d'autorités administratives indépendantes, concurrencé dans son action par une décentralisation mal maîtrisée, encadré par le droit de l'Union européenne, n'est plus ce pouvoir fort qui se dotait souverainement des instruments de structuration de l'administration et d'organisation de la société civile. Dès lors, la perspective s'inverse. C'est parce qu'elles ont changé, c'est parce qu'elles n'ont plus la dureté fondatrice de leur origine que les masses de granit d'aujourd'hui revendiquent l'héritage. Le prestige du nom est de celui qui les a posées sur le sol de la France. La permanence du nom n'est plus le signe de la pérennité de l'institution, mais comme une forme d'appel à l'héritage pour dire que l'institution est toujours là, même éprouvée par le temps. Car il fallait vivre avec son temps, tenir compte de ce que voulait une population à la sociologie profondément transformée, de la montée en puissance des nouveaux corps intermédiaires, syndicats, associations et autres, de l'avènement de régimes libéraux, de la démocratie représentative, d'une décentralisation galopante mal maîtrisée, d'une France des villes remplaçant la France rurale et réduite en proportion du développement exponentiel des communications de tous ordres, un monde des organisations internationales, gouvernementales ou non, succédant à un système d'alliances interétatiques et le concurrençant. Et surtout, l'entrée de la France dans un système européen de plus en plus contraignant, de plus en plus envahissant, élargi aujourd'hui aux dimensions de l'Union, plus éprouvant à certains égards pour la souveraineté étatique que le fédéralisme. Pour Napoléon, l'État reposait toujours sur la maxime de Jean Bodin, un État sans souveraineté est un navire sans quille. C'est cet État souverain, dans la main du premier consul, puis de l'empereur, qui façonnait les masses de granit. Aujourd'hui, le président de la République veut servir, il le dit, il le répète à l'envi, à la fois et en même temps, la souveraineté française et la souveraineté européenne. Bref, pour conserver l'image, le sol de la France n'est plus le même, démembré d'une certaine façon par la décentralisation et l'avènement d'opérateurs indépendants est surplombé par le droit de l'Union européenne et celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Et les masses de granit qui l'accueillent ne remplissent plus les mêmes fonctions. Au bénéfice de ces réflexions générales, je donnerai maintenant quelques exemples de ce que sont devenues les masses de granit, exemples qui montreront que l'évolution s'est faite différemment pour chacune et à des rythmes différents. Je passe sur le code civil, dont mon collègue Olivier Descamps vous parlera tout à l'heure, sauf à dire que ce pauvre code civil ressemble de moins en moins au code Napoléon de 1804, modifié récemment par ordonnance, ayant perdu sa numérotation continue, expressément voulue par le premier consul et atteint d'obésité, alors même que le cœur de la matière, le droit des obligations, l'a largement quitté pour un code de la consommation rapidement atteint du même mal. Au plus, observerai-je, pour généraliser le propos, que le système actuel de codification administrative n'a rien à voir avec la codification napoléonienne.
Si l'on voulait forcer le trait, je dirais qu'à un parti d'ordre et de rationalisation au service de l'accès au droit a succédé une entreprise d'éclatement systématique des textes distribués, quel que soit leur objet premier, en autant de codes techniques dont la pile, placée à côté de moi, me dépasserait de plusieurs centimètres. Mais laissons là le Code civil et la codification. Je voudrais, pour ma part, et à titre d'exemple, dire quelques mots de différentes masses de granit. De la première catégorie, le front germinal, le livret ouvrier ou encore le concordat ont rempli leur office plus d'un siècle durant dans des domaines différents, mais avec la même fonction de structurer la société civile et administrative. Quelques exemples maintenant de masses de granit qui, pour avoir été parfois éprouvées et malmenées par le temps, subsistent en nom et remplissent toujours leurs fonctions. Eh bien, je citerai le cadastre, le notariat et, bien sûr, le préfet. Il faut dire encore un mot du préfet, dont l'institution a été conservée jusqu'à nos jours et a largement trouvé ses équivalents dans d'autres pays, pas seulement en Europe. Le préfet garde son rôle de représentant de l'État dans le département, mais sa fonction de police s'est largement complétée d'attributions déconcentrées et de la gestion de la décentralisation, celle-ci étant organisée sur un mode d'autonomie et dans des structures qui sont allées en se multipliant. Enfin, la Banque de France, la Cour des comptes et le Conseil d'État appellent une mention particulière, car si le nom demeure, ces institutions n'ont plus grand rapport dans leur attribution et fonction d'organisation administrative avec ce qu'avait conçu Napoléon. Soit qu'ils s'inscrivent aujourd'hui dans un organigramme qui les surplombe, c'est le cas notamment de la Banque de France, soit qu'ils se présentent non plus comme un instrument du pouvoir central, mais comme un contre-pouvoir, cas de la Cour des comptes et surtout du Conseil d'État. Ce changement de perspective du Conseil d'État, et j'en dis un mot pour terminer ce passage, en revue rapide des masses de granit que l'empereur avait voulu pour le très long terme. Le Conseil d'État français a traversé tous les régimes. Il a en nom, et du moins ses homologues dans de nombreux pays étrangers, mais sa fonction actuelle dans l'organisation politique, administrative et sociale de notre pays n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'avait voulu Napoléon. Un organisme au service du chef de l'État, et reprenant cela de l'Ancien Régime, soustrayant l'activité de l'administration au contrôle du juge, le Conseil d'État est devenu aujourd'hui une juridiction suprême reconnue par la Constitution. Il a développé, au-delà de sa fonction consultative, une activité d'appréciation et d'orientation des affaires de l'État, indépendamment de l'action du gouvernement et parfois critique de celle-ci. Les membres du Conseil d'État, à la tête de la plupart des autorités administratives indépendantes, multipliées ces derniers temps, ou par la place qu'ils occupent dans les structures administratives classiques, ont une part déterminante à l'action publique sous toutes ses formes. Enfin, et récemment, le Conseil d'État a développé une fonction paralégislative qui le voit intervenir non seulement dans la préparation des lois, mais aussi, désormais, dans la confection de celles-ci. Gageons que si Napoléon revenait parmi nous,
une de ses premières décisions serait de supprimer le Conseil d'État tel qu'il existe aujourd'hui. Ce que, d'ailleurs, le général de Gaulle avait envisagé de faire, au moins le ramener à ses fonctions premières. En 1962, le général de Gaulle, lui qui dénonçait alors de façon significative le, je cite, débordement du Conseil d'État. Au-delà des fonctions que lui a assignées l'empereur, je cite, ce corps composé de fonctionnaires qui tiennent leur poste de décret du gouvernement et non d'une élection quelconque est qualifié pour donner au pouvoir exécutif les appréciations juridiques qui lui sont demandées, mais nullement pour intervenir en matière politique, ni à plus forte raison dans le domaine constitutionnel. Faut-il alors conclure? Eh bien, avec notamment Patrice Guénifé, dans une récente interview sur l'héritage de Napoléon, que les quelques 80 000 titres consacrés à l'empereur depuis sa mort en 1821 s'expliquent, je cite, par la nostalgie de l'autorité de l'État et de la grandeur nationale, du pouvoir rationnel et efficace du souverain et du législateur, tandis que l'héritage des guerres a presque entièrement disparu. À chacun d'en juger, éclairé par les travaux magnifiques de la Fondation Napoléon, au registre desquels ce petit exposé est honoré de prendre place. Je vous remercie de votre attention et nous avons tous une pensée pour le professeur Godmet.